libéraux valaisans, je vous souhaite tous la bienvenue et je vous remercie d'être présents. Je remercie tout spécialement aussi Culture Valais de nous accorder un peu de temps aussi ce soir pour parler d'un sujet d'actualité qui est évidemment la culture en 2021, la culture au temps du Covid. Alors voilà, merci beaucoup. Et puis je vais passer la parole à Monsieur Pralon pour la suite. Oui, merci Samuel. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Pralon, je dirige l'association Culture Valais, je vais vous en parler donc depuis 2016. Et puis je suis aussi responsable de la hotline Covid Culture qui a été mise en place. C'était le 20 mars 2020 et on va fêter l'anniversaire de la première année. Alors, je vais vous raconter un petit peu cette histoire-là, quel impact elle a sur le monde culturel, et puis évidemment prendre ensuite vos questions, vos remarques. Je vais essayer de le faire par la voix et par l'image. Alors, je vais partager mon écran et vous montrer les slides et puis je les commenterai au fur et à mesure. Et déjà, merci aux Verts libéraux pour l'invitation. On est toujours heureux de pouvoir échanger sur ce que l'on fait, entendre aussi vos remarques, vos retours, parce que chacun vit son expérience Covid, que ce soit culturelle ou dans d'autres domaines. Donc, l'échange est toujours primordial, je dirais. Voilà, alors je partage l'écran. Logiquement, vous devriez voir la présentation. Voilà, Samuel, est-ce que tu la vois aussi? Oui, c'est tout. Ouais, très bien. Alors justement, l'idée, c'est de vous parler de la culture et j'ai appelé ça un petit peu autrement, vous allez voir pourquoi, l'économie créative au temps de la pandémie par rapport à nos activités en la matière. Alors je vais juste commencer par présenter ce qu'on fait Culture Valais, toujours en liant ça avec le Covid. Ensuite, je vous parlerai du poids économique de la culture et puis de tous ces dispositifs qui existent, qui sont activés depuis maintenant une année, que ce soit dans le canton, la confédération ou d'autres entités. Et vous raconter aussi le parcours que nous menons avec tous ces bénéficiaires qu'on appelle des acteurs culturels, des entreprises culturelles. Et je vais après ouvrir la discussion sur ça notamment. Voilà, j'espère que le menu vous convient. Donc voilà, quand on parle de culture, j'ai pris ce petit schéma tout simple issu d'une brochure qu'on avait rédigée en 2018, lorsque le Valais était hôte d'honneur au Salon du Livre à Genève. Eh bien voilà, les 8 grands thèmes, pour faire simple, qui composent ce qu'on appelle la culture. Et là, je pense que chacun d'entre vous est un amateur peut-être de cinéma, peut-être de littérature, d'art visuel, de musique, qu'elle soit classique ou contemporaine, de danse ou de théâtre. Il y a peut-être des fans d'architecture. Logiquement, il y a toujours un domaine qui touche l'un de nos interlocuteurs. Et c'est pour ça qu'on voit bien que la culture, elle touche tout le monde. Et en ces temps de pandémie, qui ne s'est pas réfugié devant la télévision pour voir un film, pour lire un livre ou pour consulter des œuvres online ou pour écouter un concert en streaming. Donc voilà, pour faire simple, les 8 grands thèmes de la culture. C'est toujours utile de poser le cadre parce que chacun a une définition différente de la culture. Alors là, ce n'est pas une définition, mais c'est un peu des catégories générales. Culture Valais est une association qui a été fondée fin 2010. On devait fêter nos 10 ans justement à la deuxième partie de l'année 2010, mais on s'est dit qu'on allait reporter ça d'une année, évidemment. Et puis on a été fondé par le canton, donc notamment le service de la culture. Et là, c'est important de préciser la différence. Le service de la culture, c'est l'État du Valais. Et c'est, si vous voulez, l'organisme qui gère les aides financières. Que ce soit en période normale, c'est ce qu'on appelle les subventions, les contributions à des projets, ou que ce soit en période anormale ou extraordinaire, eh bien, c'est les financements Covid. Et nous, on a vraiment un rôle que je vais vous montrer ici, qui n'est pas un rôle de distribution d'argent, mais qui est un rôle de conseil à toute une série d'acteurs culturels. Et on le fait en lien avec les villes et les communes valaisannes, notamment celles qui ont un délégué culturel. C'est le cas de Brigue, de Savièse, de Bagne ou de Montet, par exemple. Donc notre association, j'aime beaucoup cette définition simplement pour dire qu'on est au service d'eux. Voilà, on est au service d'eux, d'une part des acteurs culturels, et c'est cela qu'on aide pendant cette crise, à traverser les méandres administratifs, à trouver les bonnes aides économiques, à mettre en place des mesures sanitaires quand c'est possible de faire des choses. Et puis évidemment, pendant ce temps de Covid, on a perdu un peu l'autre partie, le grand public. Je vais vous montrer ce qu'on faisait et ce qu'on va refaire prochainement, je l'espère.
pour lui faire connaître la richesse et la diversité de l'offre culturelle en Valais. Donc, on est au service de ces deux publics, ce qu'on appelle les professionnels de la culture, ceux qui vivent de ça, et puis le grand public, ceux qui, comme vous et moi, sommes des fans de ceci, cela, et consommons de la culture d'une manière ou d'une autre. Alors, nos missions à Culture Valais, je ne vais pas vous lire tout ça, mais disons, il y a 3 grands axes. Un premier axe, c'est promouvoir ce qui existe, les artistes, les événements auprès de tout public, et puis aider les artistes à se faire connaître. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Et alors, évidemment, ça, en période Covid, je ne vais pas dire qu'on a mis un trait dessus, mais alors, ces activités se sont forcément réduites. On a sur notre site internet, qu'on est en train d'ailleurs de revoir de fond en comble, et qu'on présentera à la fin de l'année, si tout va bien, eh bien, sur notre site internet, on a un agenda culturel. Il avait plus de 3000 événements sur l'année en 2019. Donc, il y a une richesse d'événements et nous ne mettons en avant que les événements qui sont à caractère professionnel. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la culture amateur, au contraire, elle est souvent, je dirais, le ferment pour des artistes professionnels, mais c'est notre rôle d'aider ces gens-là dont c'est le métier et qui vivent d'une activité culturelle. Il y a de nombreux projets mixtes entre amateurs et professionnels. Alors, dans ce champ de la promotion, pendant ce temps du Covid, on a pu continuer notamment à promouvoir les artistes, ces créateurs, que moi j'appelle volontiers des entrepreneurs culturels. Ce sont des gens qui ont des idées, ce sont des gens qui ont des projets, qui cherchent des financements, qui montent des équipes, qui engagent des gens et puis qui, des fois, voient leur projet fonctionner ou pas. Donc, il y a vraiment des entrepreneurs sportifs, sociaux, économiques. Et puis, on a des entrepreneurs culturels. C'est les artistes que nous présentons, notamment au travers de portraits d'artistes que l'on met en avant sous forme de vidéos, de podcasts et autres, notamment via les réseaux sociaux. Deuxième mission, c'est cet axe qu'on a appelé réseau et partenariat. Culture Valais fédère le réseau des acteurs culturels depuis sa création, mais surtout, il met en lien ce réseau avec d'autres réseaux. Les réseaux médiatiques, les réseaux du monde de la promotion, de l'économie. Et on travaille avec beaucoup d'acteurs hors culture. Eh bien, par exemple, on a initié un partenariat qui est naissant maintenant avec la Fondation ZIARC pour essayer de créer un incubateur culturel. Essayer de développer pour des projets artistiques une aide. L'aide non pas sur le côté artistique, mais justement sur le côté non artistique, qui est souvent la recherche de fonds, les questions de contrat, les questions juridiques qui existent. Et donc là, on essaye vraiment de créer des liens avec le tissu dans son ensemble en Valais et au-delà, en fonction des projets. Alors, ce réseau, il a été un peu perturbé, évidemment. Le Covid nous ouvre quand même des opportunités intéressantes. Et puis, voilà, j'aime bien montrer cette image parce qu'en octobre 2020, on a pu faire notre rendez-vous de la culture annuel que l'on fait généralement pendant la foire du Valais au CERM. Et là, on a pu le faire cette année avec 200 participants. C'était 2 semaines avant que tout s'arrête à nouveau, en octobre 2020. Et là, on essaye de mettre en avant des thèmes transversaux, parler culture et sciences, parler culture et tourisme et économie. Et par exemple, à la fin de cette année, si on peut le faire, on va parler de culture et d'art engagé, sous différentes thématiques. Et puis, le troisième point, c'est ce que vous voyez ici en vert, l'axe information et conseil. Et alors, en temps de Covid, ça a littéralement explosé. Parce que d'habitude, on organise des cours, des formations sur justement le volet non artistique, recherche de fonds, communication, les aspects administratifs nécessaires à toute réussite dans un projet. Et alors là, on a mis ça un peu en sourdine. Évidemment, on est reparti avec des formats Zoom comme ce soir. Et puis, évidemment, ce qui nous a occupés, c'est la mise en place le 20 mars de cette hotline Covid Culture. Voilà, je vais vous parler de l'anniversaire de cette hotline qui arrive dans quelques jours. Eh bien, depuis, on aura répondu à 1000 demandes d'informations et de conseils. Et là, si je fais un petit peu, comme on l'appelle, la timeline de ce qui s'est passé pendant une année, eh bien, évidemment, le 13 mars 2020, Alain Berset annonce la fermeture et le semi-confinement. Une semaine après, on met en place cette hotline et on a eu une semaine pour comprendre ce qui se passe. Une semaine pour nous mettre au point, avoir une connaissance des dispositions, des règlements, des directives fédérales et cantonales. Et avant de répondre à la première question, il a fallu qu'on réponde d'abord à nos questions à nous pour pouvoir orienter les gens au mieux.
Et donc, tout le printemps 2020, on a vraiment répondu à des questions économiques. Quelles aides je peux bénéficier? Je vous en parlerai juste après. Il y en a craqué, si j'ose dire, de tout type. Et notre rôle, ça a été d'orienter les gens dans ce labyrinthe. Et c'est compliqué quand on ne le connaît pas, bien évidemment. Et on a à chaque fois, si vous voulez, fait un peu le check-up avec les gens qui prenaient contact avec nous. Qui sont-ils? Et en fonction de leur profil, on les orientait vers telle ou telle mesure. Et on a eu très souvent des remerciements chaleureux parce que les gens se disent, moi, je suis complètement perdu. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on a pu baliser ça. Et souvent, quelques temps plus tard, ils sont revenus, on les a eus au téléphone. Et ça, on tenait vraiment à garder un contact d'humain à humain et pas juste des mails auxquels on ne répond jamais ou trop tard. Donc, nous, on a voulu garder ce contact d'humain à humain. Ça a fait des fois des journées absolument apocalyptiques de téléphone et de difficultés à gérer. Des journées aussi très calmes, quand il ne se passait rien. Des fois, un silence très assourdissant, où on se dit, mais que font les acteurs du terrain? Où sont-ils? Souvent, c'était entre deux décisions du Conseil fédéral. Et puis, à partir de l'été, de l'automne, là, on a beaucoup plus conseillé les gens sur les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un théâtre? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un festival? Les jauges, etc. Et beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que des cours de danse peuvent avoir lieu dans tel local avec des adultes ou des enfants? Est-ce que les écoles ont toujours accès au théâtre et inversement? Donc, on a aussi beaucoup eu de contacts avec l'OCVS, qui est l'organisation sanitaire cantonale, pour bien comprendre les choses et puis essayer avec eux d'essayer de trouver des marges de manœuvre possibles. Et avec ce genre de contact, on a permis, par exemple, aux professionnels de pouvoir répéter dans les théâtres. Parce que les professionnels, c'est leur métier. Ils vivent de ça, au contraire des amateurs. Évidemment, on aurait bien aimé que les amateurs puissent répéter aussi, mais pour un professionnel, il y a vraiment une question de survie. De même, pour les écoles, on a fait en sorte que dans un théâtre, et c'est toujours le cas maintenant, 2 classes puissent aller au théâtre, assister à un spectacle sans qu'elles se croisent, etc., pour qu'il reste évidemment ces activités qui, pour moi, sont essentielles, parce que la culture, c'est la créativité, c'est l'innovation de toutes les formes possibles. Et je crois qu'il faut pouvoir le communiquer à cette jeune génération, quel que soit son parcours ultérieur. Donc voilà, on a essayé de, je ne veux pas dire qu'on a dealé avec les autorités sanitaires, mais on a essayé de voir quelles étaient les marges de manœuvre dans l'interprétation des ordonnances qui étaient mises en place. Et puis en octobre, eh bien, on est retourné aux mesures économiques parce que plus grand-chose n'était possible et on est toujours là-dedans. C'est un long tunnel de 5 mois. Et là, on a pu, les musées, les lieux d'exposition, on peut réouvrir il y a 10 jours. Et puis on verra vendredi ce que nous annonce le Conseil fédéral dans une situation sanitaire qui se tend et qui amorce justement cette troisième vague. Donc voilà, il y a des gens qu'on a eu une fois au téléphone, il y a des gens qu'on a eu 30 fois au téléphone. Et moi, j'ai eu vraiment des cas pas tristes, des cas très difficiles, et des gens qui m'ont dit « vous m'avez sauvé ». Et je peux vous dire que c'est assez fort quand on entend ça, parce que étant nous capables de les conseiller, on a pu les orienter, on a pu les guider. On n'a pas fait grand-chose, mais pour certains, ça a tout changé, parce qu'ils n'auraient pas demandé telle aide, donc ils n'auraient pas touché tel financement. Ils auraient été perdus un peu dans cette jungle administrative si on la regarde vue d'en haut. Voilà. Ça, c'est un peu la petite histoire du Covid, telle que, en tout cas, moi, je l'ai vécu depuis mon poste d'observation. Et on a toujours essayé de faire remonter les demandes, remonter les besoins du terrain vers le canton, vers la confédération. Et Dieu sait si ce n'est pas simple, vu le nombre d'acteurs qui ont des choses à dire et à plaider. Voilà, je passe assez vite sur ça. Ça, c'est un peu nos chiffres Culture Vallée 2020, mais dans la ligne du bas, vous voyez qu'on fédère 463 institutions culturelles qui sont rattachées à notre réseau, ce qui montre le réseau assez dense d'acteurs culturels. Alors évidemment, ça va des musées, des théâtres, des cinémas, des lieux de concert, des lieux d'exposition. Et puis, slide suivant, au sommet, sur le premier chiffre, vous voyez le nombre d'artistes et de collectifs d'artistes qui sont membres de notre réseau. Un réseau qui est gratuit pour eux, et notre association étant soutenue par les pouvoirs publics, nous sommes une forme de service public. Donc ça, c'est important de se rendre compte en Valais de ce que ça représente. Évidemment, à Zurich, il y a beaucoup plus d'artistes, la proportion est plus grande, mais en Valais, c'est quand même des centaines et des centaines de lieux et des centaines de personnes qui sont concernées. Alors justement, pour voir le Covid, qu'est-ce qu'il a comme impact, il faut se rendre compte de ce que c'est que l'économie
créative ou la culture dans notre canton. Vous verrez pourquoi j'utilise un peu ces deux noms-là. Alors, lors d'un rendez-vous de la culture qu'on a organisé à l'époque à la Foire du Valais, eh bien, une étude a été présentée, étude qui avait été mandatée par le service de la culture du canton, donc l'État. Et nous, on a fait écho au travers de notre journée de cette étude. Vous voyez, de 2017. Ça a été réalisé par Pierre-Alain Hugues et son équipe. Donc, je reprends ces slides ici. Et je vous ai présenté en introduction les 8 grands thèmes de la culture, tels qu'on les a regroupés. Et en fait, on parle très volontiers de ce qu'on appelle l'économie créative. Vous avez ici 10 thèmes qui vous montrent qu'est-ce qui fait partie de ce qu'on appelle l'économie créative quand on veut mesurer le poids économique de la culture. L'architecture, qui représente une part significative de l'ensemble, les arts visuels, la littérature, le cinéma. Et puis, des domaines qui sont en très forte croissance, les arts médiatiques, les arts numériques aussi, gaming et autres. Et ça a pris notamment beaucoup d'ampleur durant cette crise. Et on voit par exemple que l'architecture, ayant contact avec quelques architectes, a peu ou pas souffert de la crise. La musique s'est totalement effondrée. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues à notre hotline qui avaient 70 concerts prévus dans l'année. Ils ont été annulés les uns après les autres. Cette personne, elle avait un très beau carnet de commandes, dirait un entrepreneur ou un industriel. Tout s'est effondré. Et là, il faut tenir le choc. C'est vraiment votre activité, votre business qui part en 1000 morceaux. Le cinéma, ben, vous voyez, on parle de rouvrir les cinémas avec des jauges de 50. Bon, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait des films à montrer. Il faut qu'il y ait des films qui aient été tournés, produits. Et c'est un gros problème. On a arrêté toute une série de chaînes de production. Et le cinéma, c'est le lieu où on voit le film à la fin, mais il y a tout ce qui est en amont qui a posé problème, que ce soit pour les gros films américains ou des films de réalisateurs suisses, par exemple. Donc là, on pourrait faire la liste de qu'est-ce qui a été impacté plus ou moins fortement, mais vous le sentez assez bien. Et les arts numériques, eh bien évidemment, ça a pris son essor. Avec des gens qui ont fait des choses en bricolant, en étant très pros, qui ont testé des choses à la première vague, et puis qui se sont un peu essoufflés à la deuxième vague. Et puis finalement, on aimerait revenir à un mélange de présentiel et de visio et autres, en trouvant le bon compromis. J'aime bien ce schéma parce que ce que je vous ai montré en vert, les 10 catégories en noir, vous les retrouvez en bleu. Ça montre bien que, vous voyez, il y a des associations, architecture et design, télé, cinéma, musique et cirque, par exemple. Pour qu'un écosystème créatif fonctionne, pour que la culture fonctionne, eh bien, il faut que l'ensemble de ces domaines fonctionne avec ce que vous avez dans le cercle périphérique. Il faut des organismes de financement. Ça peut être la loterie romande, ça peut être le service de la culture, c'est la billetterie dans un théâtre. Il faut des lieux de diffusion, il faut des écoles d'art, desquelles sortent des comédiens, des artistes, etc. Il faut évidemment des lieux où on peut créer, je parlais d'incubateurs au début, eh bien, vous voyez l'ensemble de ces éléments qu'il faut pour que ce qu'on appelle les industries créatives ou le talent créatif émerge. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un vrai secteur économique. Finalement, cette crise, elle a au moins ce mérite. En Suisse, 1 personne sur 10 travaille dans le domaine de l'économie créative. Et évidemment, dans un canton comme Genève ou Zurich, c'est encore plus marqué. On parle de 15 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, si je vous montre quelques chiffres, eh bien, ici, vous voyez les résultats de l'étude dont je vous parle. On estime que, et ça c'est intéressant, que l'heure de travail créatif, elle rapporte 1/3 de plus qu'une heure de travail normale, moyenne dans l'économie. Alors elle rapportera moins que la biopharma, mais elle rapportera plus que le tourisme ou l'agriculture. Vous voyez ici le nombre de gens en EPT qui sont concernés en Valais, et vous avez ensuite en chiffres en Suisse quelques exemples. Et puis dans des cantons comme Genève ou Zurich, c'est le 2e secteur économique de ces cantons. À Zurich, c'est au même niveau que la banque et que la finance. Donc, il faut se rendre compte de l'importance de l'économie créative, et c'est pour ça que des cantons comme Genève et Zurich ont mis en place notamment des aides et ce fameux revenu minimum pour les acteurs culturels, parce que l'économie créative, c'est un poids lourd de l'économie zurichoise ou genevoise. Donc ça, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et la RTS a fait quelques sujets très intéressants en 2018 ou 2019 sur ce secteur-là.
Et on s'en rend compte en tout cas, par exemple, sur une ville comme Zurich. Et là, vous voyez, à l'échelle européenne, eh bien, on parle volontiers de Cultural and Creative Cities, de capitale européenne de la culture, de lieux qui accueillent de grands festivals internationaux. Vous voyez la Suisse au centre, avec quelques points verts qui montrent les grandes villes du plateau suisse. Des fois, on n'a peut-être pas cette impression-là, parce qu'en Valais, la culture, elle est d'abord amateur. Hein, c'est les fanfares, c'est les chœurs, c'est les théâtres qui forment un très grand réseau social. Mais c'est aussi des activités économiques et des villes, des grandes villes ou des villes de taille moyenne qui reposent sur ce pilier qu'on appelle la culture ou l'économie créative. Et il y repose par rapport aux activités économiques, sociales, culturelles. Et quand on arrête ça, eh bien, on se rend compte de l'effet. Ben voilà, la pandémie, c'est une forme de test de grandeur nature, de crash test que l'on est en train de vivre. Peut-être juste aussi quelques chiffres à l'échelle européenne. Il existe énormément de réseaux par l'UNESCO ou l'Union européenne qui montrent ces liens entre les villes. Eh bien, l'économie créative dans des villes ou des régions, c'est plus d'emplois. C'est plus d'emplois pour des jeunes gens. C'est plus d'emplois pour des jeunes gens qualifiés, qui ont fait des études supérieures et qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est un brassage aussi de personnes, comme on est en train de le connaître avec l'arrivée de l'EPFL en Valais. Ces chercheurs qui tissent des liens avec la HESSO notamment et d'autres entités. Si je viens et que je termine ma présentation avec ceci, en fait, c'est, si vous voulez, je reprends quelques slides qui ont été présentés en janvier par le service de la culture du canton du Valais, qui donc est l'organisme qui attribue des aides financières. Eh bien, vous voyez un petit peu ici, un schéma simplifié de toutes les aides qui existent en la matière. Et quand je vous disais qu'on essaye de conseiller les gens, on les conseille en gros, avec un schéma de ce type. Si vous êtes une personne physique, ce qu'on appelle un indépendant, et un indépendant, il est inscrit à une caisse de compensation, il paye des cotisations. S'il n'en paye pas, bah, évidemment, il ne rentre pas dans le moule des aides qui sont aujourd'hui proposées. Eh bien, vous avez les fameuses APG, hein, si vous touchez un montant par jour d'indemnisation. Vous avez ce qu'on appelle Suisse Culture Sociale. En gros, c'est l'aide sociale culturelle, qui maintenant, les critères ont été revus, mais on a vu des cas pas tristes où des gens ont dû vendre leur voiture pour pouvoir avoir du cash, et quand ils n'avaient plus de cash, ils ont pu accéder à ces aides-là. Donc là, il y a eu évidemment quelques bugs au démarrage, dirons-nous, et puis des indemnisations qui sont justement gérées par le service de la culture. Et quand quelqu'un vient, je vous parlais de ce profilage qu'on essaye de faire, qui est-il ou qui est-elle? On essaie de voir dans quelle catégorie ils peuvent rentrer, parce qu'il y a un ordre de priorités et de choses à faire. Au centre du schéma, vous avez ce qu'on appelle les entreprises culturelles. Ce sont des personnes morales. Ça peut être une compagnie de théâtre qui est souvent constituée en association. Ça peut être une société de production qui fait de la technique. Et Dieu sait si ce secteur-là est impacté. Hein. Il faut imaginer que certains ont perdu 95% de leur chiffre d'affaires. C'est au niveau des agences de voyage. Hein. Quelqu'un m'a dit, voilà, ce mois, j'ai fait 500 francs de chiffre d'affaires. Il y a une année, je mettais 2 zéros derrière. Voilà. Donc, ces entreprises culturelles, pour leurs employés, elles ont les fameuses RHT, dont l'approche a un peu changé au 1er janvier, ce qui a aussi un peu étonné tout le monde, mais enfin bon. Donc ça, c'est pour les salariés. Des indemnisations au service de la culture, et puis ces fameux projets de transformation dont je vais vous parler juste après. Et puis, il y a aussi eu, sur la 3e colonne, des aides pour les associations culturelles amateurs. C'est clair que si vous pensez à la fanfare, bien souvent, la fanfare ou le chœur XY, ils font des lotos, ils ont des manifestations, ils organisent une grande messe, par exemple, de chorale ou de fanfare chaque décennie. Et bien, cet argent rentre dans la caisse et puis il sert à financer la formation des jeunes chanteurs ou des jeunes musiciens, musiciennes. Et donc, quand il n'y a plus ça, eh bien, c'est ce terreau-là qui est aussi menacé. Et donc, il y a eu des aides mises en place en fonction des budgets, de plus ou moins en dessus ou au-dessus de 10 000 francs pour les pertes. Et puis, le canton du Valais a aussi mis en place des aides pour les directeurs de chœur, de fanfare. Ça a été mis en place 2 fois pour les aider parce qu'en fait, on leur refusait la RHT, donc les indemnisations chômage. Et donc, le canton a décidé si vous voulez, de compenser la chose.
Pardon. Au-delà de ça, il y a encore eu des aides forfaitaires qui ont été proposées aux acteurs culturels. Il y a eu des bourses de recherche, notamment à la fin de l'année 2020. Et puis, sur ce schéma, on ne voit pas les aides qui viennent aussi du service de l'économie, donc ce qu'on appelle le CETI. Ici, ce sont essentiellement des aides qui viennent de la Confédération et des cantons sous l'angle de la culture, mais il y a aussi les fameux RTFL, les cas de rigueur que gère le service de l'économie, du tourisme et de l'innovation, et auxquels un certain nombre d'acteurs culturels, dits commerciaux, c'est-à-dire qui vivent essentiellement de mandats, de revenus non publics, donc de revenus privés, peuvent accéder. Et là aussi, le CETI a mis en place Southline, toute une équipe. Et les dernières décisions des derniers mois ont fait que quasiment chaque semaine ou chaque 2 semaines, l'assiette des gens éligibles augmentait. Voilà. Donc, évidemment, un embouteillage quand il faut traiter toutes ces demandes. C'est ce qu'a connu le service de la culture, c'est ce que connaît actuellement le service de l'économie notamment. Même en doublant le personnel, à un moment donné, on arrive à une impossibilité de traiter ça dans les délais qu'on aimerait. Et justement pour les acteurs culturels, parce que si je termine avec ça, c'est la question de la relance, quoi. Une vague, 2 vagues, 3 vagues, on n'en voit pas la fin. La vaccination, voilà, elle n'est pas au point par rapport à ce qu'on aimerait. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 25% des gens qui sont à peu près immunisés, 4% qui sont vaccinés totalement. Et donc, on est encore loin du compte pour réouvrir des lieux, avec ou sans masque. Bref, vous connaissez comme moi, je dirais, l'actualité. Et ce qu'on aimerait à tout prix éviter dans la relance, c'est ce qu'on a connu à la fin de la première vague. À la fin de la première vague, donc, vous vous souvenez peut-être, on a eu 2 mois de semi-confinement jusqu'à la mi-mai, puis ensuite, à partir de juin, les choses ont pu redémarrer avec des jauges limitées. Et là, les aides se sont arrêtées d'un coup. Les RHT, par exemple, se sont arrêtées d'un coup. C'est exactement comme si vous êtes opéré, vous allez à l'hôpital, et puis quand vous rentrez chez vous pour la convalescence, il n'y a plus de médicaments, plus de suivi, on considère que vous êtes guéri. Bon. Alors vous imaginez bien qu'une convalescence ne peut pas se passer comme ça. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'au moment où ça va redémarrer, au moment où on va reprendre une forme d'activité normale, avec les guillemets qu'il faut, c'est qu'il y ait un accompagnement de ces dispositifs. C'est-à-dire que si je prends une société technique de production de son, par exemple, lumière, eh bien, elle ne peut pas regagner sa clientèle en un mois. Elle ne peut pas passer de 1% de chiffre d'affaires à 100%. Elle va remonter graduellement. Et il faudrait que les aides cantonales, fédérales accompagnent, c'est-à-dire qu'elles baissent progressivement pour que de l'autre côté, le chiffre d'affaires remonte progressivement. Parce que ça aura servi à rien d'aider tous ces gens pendant 12 mois et 18 mois, et Dieu sait s'ils ont vécu psychologiquement des choses extrêmement difficiles et des problèmes financiers à n'en plus finir. Ça ne servira à rien de les avoir aidés jusque-là pour les laisser couler. Parce que ce qui va se passer, c'est que les 3 mois qui vont suivre, on va dire le retour à la normale, leurs liquidités seront à sec. Donc il va falloir aider ces gens pour reprendre l'activité, reprendre des clients qui ne seront peut-être plus là non plus, hein, parce que certains auront mis la clé sur la porte, d'autres auront changé leurs habitudes. Donc ce plan de relance, il est absolument fondamental et j'espère qu'on fera bien mieux que ce qui avait été prévu en juin, en été 2020. Quelque part, heureusement qu'il y a eu la deuxième vague parce que ça a permis de prolonger et de continuer avec un certain nombre d'aides. Mais ce cas, il est devant nous et on va se confronter à ça. Et puis justement, un dernier exemple, ces projets de transformation, qu'est-ce que c'est dans le domaine culturel? Eh bien, le domaine culturel ne cesse de se réinventer. Le théâtre, ça fait 2500 ans que ça existe, c'est toujours là, et il y a eu des formes très différentes qui se sont mises en place. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, la culture s'en empare, teste des choses. Vous avez peut-être vu la fameuse œuvre numérique à 70 millions de dollars qui a été achetée dernièrement. Ça montre que la culture, elle est sans cesse en train d'innover et de s'adapter. Donc, quand on demande aux gens de se réinventer, il faut quand même savoir ce qu'on leur demande. Est-ce que ça a un sens pour eux? Et puis, dans l'idée de s'adapter aux nouvelles conditions liées à la pandémie, il y a 2 possibilités dans ces projets de transformation. Ce sont des montants qui viennent de la Confédération et des cantons. L'un, c'est le point 1 que vous avez ici en gras, c'est peut-être certains veulent se transformer, veulent optimiser leur structure, professionnaliser certains postes, ou mieux collaborer, voire fusionner avec d'autres. Alors là, il y aurait des moyens pour le faire. Les gens déposent des dossiers et puis ensuite, ces dossiers sont acceptés ou non.
puis le deuxième volet, c'est de reconquérir le public. On imagine que certains, quand les choses vont rouvrir, ils vont courir au théâtre, ils vont courir dans les festivals. Puis d'autres, il faut aller, je dirais, aller un peu plus les chercher. Donc, comment reconquérir ce public? Comment acquérir de nouveaux publics? Il y a tout type de public, un public jeune, un public senior, un public de gens empêchés, qui ont toute une série de motifs qui les empêchent d'accéder à l'offre culturelle. Eh bien, ces projets de transformation courent sur cette année et l'année 2022, donc jusqu'à fin octobre 2022. Et un de nos jobs actuellement, c'est de renseigner les gens sur ces projets de transformation. Qu'est-ce qui est, comme on dit, éligible ou pas? Qu'est-ce qui peut rentrer dans ces cases-là? Le but, ce n'est pas juste, par exemple, de faire un spectacle d'une autre manière et puis de revenir à l'ancienne forme. C'est plutôt de se dire, moi, je veux développer quelque chose de nouveau. Je garde peut-être une partie de l'activité telle que je l'avais avant et je développe, on dirait, dans une entreprise, une espèce de spin-off ou un autre secteur. Et je veux mener en parallèle les deux, par exemple. Donc, ils sont très ouverts, ces projets. Évidemment, il y a des critères, des règles, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas pour évaluer les projets. Mais ça, ce sont des possibilités qui existent et qui font partie de ce plan de relance. Les aides ont coûté cher jusqu'à maintenant, et ce n'est pas le moment d'abandonner, parce que sinon, on aurait fait ça pour rien. Et la relance, elle ne peut pas se faire, je dirais, avec des cacahuètes. Elle va devoir s'organiser, et puis elle va permettre des moyens à disposition. Plus la crise dure, évidemment, plus les aides doivent durer aussi. Sinon, on va se retrouver dans un espèce d'apocalypse ou de désert culturel ou socio-culturel en automne si les choses ne s'améliorent pas. Voilà, j'avais promis une demi-heure, je crois que je l'ai tenue. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été clair et avoir donné un panorama assez large des choses. Alors, je suis évidemment à disposition pour des questions, remarques de tout type. Et là, j'arrête le partage de mon écran. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour commencer? Sinon, je peux commencer moi. Et pour faire le lien justement peut-être avec la politique, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place selon vous, par exemple, ce revenu là de base pour les artistes, ou alors quelque chose de plus concret actuellement, plus rapide, on va dire? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un travail politique qui est en train d'être fait. Vous avez notamment sans doute vu ou lu le travail que fait Estelle Reva, la violoncelliste, auprès d'un certain nombre de politiques. Et là, pour l'avoir souvent aussi au téléphone, eh bien, elle arpente les arcanes du pouvoir entre les chambres fédérales. Et alors, c'est clair qu'il y a ce qui peut être mis en place au niveau politique, puis il y a surtout ce qui peut être mis en place au niveau administratif, parce que ce qui compte, c'est ce que les gens toucheront sur leur compte à un moment donné. Et je pense qu'un des grands problèmes de cette crise, en tout cas moi c'est la perception que j'en ai depuis là, c'est la question du timing. Quand le Conseil fédéral avait la main en septembre, au printemps 2020, il a pu décider très très vite. Bien sûr qu'il a court-circuité toute une série, je dirais, de processus de décision habituels, mais quand on est en gestion de crise, et c'est le cas actuellement, eh bien, on ne peut pas fonctionner comme une gestion normale. Par exemple, le Parlement fédéral se réunit en mars, puis après il se réunit en juin. Voilà, ça c'est la manière de fonctionner habituelle. C'est clair que s'il ne traite pas un objet ou qu'il y a des choses à rediscuter, alors on dit, ben voilà, on n'a pas pu le faire en mars, on le fera au mois de juin. C'est un timing qui ne peut pas correspondre à une gestion de crise. C'est un peu comme quand vous avez une avalanche à Evolène en 1999, on ne peut pas attendre 2 semaines pour savoir qui il faut dépêcher sur place. On s'organise après. Donc, il y a eu vraiment une réactivité très, très forte des pouvoirs politiques, administratifs. Et maintenant, le problème, c'est que, d'une certaine manière, on gère les outils d'indemnisation comme on le fait dans un temps normal, même s'il y a plus de ressources en termes de gens, même s'il y a plus de moyens. Parce que qu'est-ce qu'on veut éviter? Qu'il y ait des gens qui fraudent, on veut qu'il y ait des critères bien précis, on veut évidemment que les dossiers transmis soient complets. Mais voilà, dans une gestion de crise comme ça, on a des gens qui nous disent, mais quand est-ce que vient l'argent? Parce que du côté des assurances sociales, je reçois les factures, je reçois toutes les factures qui vont avec. Et là, il y a vraiment un gap qui est frappant. Et nous, on l'entend tous les jours, parce qu'on est au bout du fil avec des gens qui nous racontent leurs problèmes très concrets. Et je peux vous dire que les gens ne se plaignent pas pour rien, si j'ose dire.
hein, c'est vraiment la survie de leur entreprise. Donc, sans jeter la pierre à Paul ou à Pierre, mais ce qui me frappe, c'est cette question du timing. On ne peut pas gérer une crise avec les outils habituels. On doit avoir des chemins de traverse, on doit pouvoir faire des paiements extrêmement rapides. Et par exemple, le canton de Vaud, je me souviens d'un reportage, avait mis en place une cellule avec des étudiants extrêmement motivés qui voulaient aider le tissu économique. Et en fait, ils s'engageaient dans cette cellule, qui était coordonnée par donc l'État de Vaud, à verser dans les 10 jours l'argent. Ça veut dire que la personne dépose au jour 1, en théorie, et au jour 10, elle a l'argent si le dossier est complet. Voilà une gestion en cas de crise. Voilà un dispositif. Alors j'espère qu'il marche. Je n'ai pas été contrôlé et je ne suis pas dans ces arcanes-là. Mais c'est ça, à mon avis, qu'il faut. Parce que si on redécide de nouvelles aides, on peut, mais avec quelle durée de mise en œuvre? On envoie le dossier, peut-être il faut des compléments. Après, il faut que le dossier soit traité. Après, il y a une décision. Mais la décision, ce n'est pas encore l'argent. Et quand la décision est prise, il y a le versement. Et le versement, voilà, s'il n'y a pas des acomptes qui sont versés, donc voilà, ce qu'on préfère, c'est que le versement se fasse avant, puis que la décision elle se fasse après. Donc il y a des schémas qui ont été mis comme ça en place, notamment au service de la culture, mais créer de nouvelles aides, très bien, mais il faut juste être sûr que derrière, on est capable d'aller vite et puis de verser cet argent, parce que plus la crise dure, plus les liquidités sont à sec. Je donnerai un dernier exemple qui m'a beaucoup frappé. Une personne qui a une école de danse depuis plusieurs décennies et qui m'appelle, elle m'a appelé 10 fois. Les 8 premières fois dans toute cette crise, elle était toujours positive, elle allait de l'avant. Et la 9e fois et la 10e, elle a dit voilà, moi j'arrête, c'est terminé. Je n'en peux plus. Mes clients ne veulent plus payer. Je dois faire des sommations de paiement à mes clients alors que moi, je ne touche pas l'argent que j'attends. C'est décidé, j'arrête, je ferme mon école, je vends ma maison. Voilà. Et voilà. Alors, le fait d'entendre ça, voilà, vous sortez de ce téléphone-là, et c'est une personne qui est loin d'être, c'est quelqu'un de combatif, hein, c'est quelqu'un qui en a vu des obstacles sur son chemin. Ben, vous sortez de là, je peux vous dire que voilà, vous êtes assez impacté, parce que même s'il y a des aides, peut-être que chez cette personne, l'argent arrivera sur un compte quand la société sera bouclée. Donc oui, il y a des aides, mais il faut vraiment que ce soit designé dans la pratique jusqu'au bout. Et je me permets de répondre à la question que je vois sur les fanfares, l'indemnisation des fanfares et des chœurs. Donc effectivement, il y a eu une première vague d'indemnisation de ces personnes salariées, c'était entre le 15 mars et le 30 juin. Ensuite, il y a eu à nouveau une deuxième mouture en automne. Et y aura-t-il une troisième mouture ce printemps? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça avait été à l'époque une décision politique du Conseil d'État d'aider notamment chœurs, fanfares, au travers de leurs dirigeants et organistes. Donc, dès que j'en saurai plus, je répondrai aussi avec joie à cette question. J'étais un peu long dans la réponse, mais excusez-moi. Parfait. J'ai une question. Oui. Oui, moi j'ai une question. Merci déjà bien pour la présentation, c'était très clair. Vous avez parlé des projets de transformation qui font partie du plan de relance fondamentale, si j'ai bien compris. Maintenant, on en est où avec ce plan de relance fondamentale et qu'est-ce qu'il y a en plus? Parce que si je fais un peu l'avocat du diable ou la critique, ces projets de transformation, ça m'a tout de suite fait penser à ce qui s'est passé, par exemple, dans le domaine humanitaire, où on avait de moins en moins d'argent pour x, y raison. Donc, l'État, par exemple, la Confédération a dit, OK, alors on va réorienter, on va encourager les organisations à se mettre ensemble, à faire des projets communs, etc., pour être beaucoup plus actifs de façon dynamique dans le domaine de l'humanitaire. Et au fait, c'était une façon déguisée d'éliminer un certain nombre d'une organisation, notamment les petites structures qui n'arrivaient pas à répondre j'entends, aux conditions posées pour fusionner, pour se réorienter, etc. Alors là, moi, quand vous parlez de ça, ça m'a fait tout de suite tilt et penser si c'est pas, et là, je fais l'avocat du diable, hein, une façon déguisée de balayer ou de donner le colpo final à des structures qui n'arrivent plus à vivre. Donc, il y a deux questions, hein, une critique et puis le plan de relance fondamental où on en est. Alors, peut-être je vais répondre à l'une dans l'autre. En fait, ces projets de transformation, ils sont purement facultatifs. C'est-à-dire que c'est une aide en plus. Et ils ont été mis en place à la fin de la première vague. À un moment où on pensait
que c'était OK avec cette crise. Donc en fait, l'outil qui aujourd'hui s'appelle projet de transformation, d'une certaine manière, il ne correspond plus du tout à l'époque dans laquelle on se trouve. OK. Et c'est là que c'est très compliqué aussi pour ceux qui décident, parce que ce projet, il a été pensé pendant l'été 2020. Ensuite, il y a eu la fameuse ordonnance du Conseil fédéral du 26 septembre qui le met en force. Et puis ensuite, les cantons l'appliquent dans leurs cantons respectifs. Et donc, évidemment, le temps que ça se mette en place, on est arrivé à la deuxième vague, puis maintenant, semble-t-il, au début de la troisième. Et quelque part, ce qui a été intelligent dans ces projets, c'est qu'ils sont assez souples, ils sont assez ouverts. Moi, je dis des fois aux gens, on aurait mieux fait de nous dire qu'est-ce qu'ils ne permettent pas plutôt que ce qu'ils permettent. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on peut s'inscrire de façon assez large là-dedans. Et à nouveau, c'est facultatif. Et ce n'est pas au détriment d'autres aides. C'est quelque chose qui est en plus, mais qui a été pensé à un moment où on pensait que c'était la relance. Et comme on n'est toujours pas dans cette phase de relance, quelque part aujourd'hui, je ne vois pas vraiment arriver ces outils de la relance. Ou en tout cas, les réflexions, elles sont, on va dire, internes dans des commissions ou autres, parce que cette relance, elle devra être mise en place à partir de la fin du printemps, si les choses redémarrent. Et ces projets de transformation, ils vont aider certains à se relancer, à créer un peu, en allemand on parle de Impulse programme, hein, si on veut, c'est sur 1 ou 2 ou 3 années, là c'est sur 2 ans. Et puis, il peut y avoir des fonds jusqu'à 300 000 francs qui sont amenés par entreprise ou structure. Et là, on espère que quelque part, des projets vont permettre à des gens de s'unir, des gens de se rassembler, mais de leur plein gré, volontairement. Donc là, je pense que par rapport à la comparaison avec l'aide humanitaire, on ne doit pas être dans le même cas de figure. D'accord. Et puis, quand vous avez parlé de la loi Covid avec les différentes aides qui étaient apportées en fonction des profils, hein, les personnes physiques, il y avait des APG, etc. Alors, si on prend par exemple les personnes physiques, il y a des APG, Suisse Culture Sociale et des indemnisations. Est-ce que ça peut se cumuler, les trois? Oui, alors c'est pour ça que les gens peuvent toucher des APG, peuvent aussi toucher de l'argent de Suisse Culture Sociale. Puis s'ils ne touchent ni l'un ni l'autre, le service de la culture va arriver en troisième temps et va compenser tout ça. Et c'est clair que pour toucher les APG, il faut être indépendant. Et par exemple, il y a des gens que j'ai au bout du fil, j'aurais dit, alors vous êtes indépendant? Puis ils m'ont dit non. Alors je leur ai dit, alors vous êtes salarié? Non plus. Et donc, en gros, ça s'appelle du travail au noir ou ça s'appelle du hobby qu'on rémunère. Et ça, ce n'est pas prévu pour être indemnisé. Bien sûr. Il n'y a pas 50 000 cas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut être dans les cases. Bien souvent, par exemple, la RHT, ils ont l'habitude la caisse de chômage d'indemniser des gens de manière tout à fait classique. On peut penser à des gens dans le tourisme, dans l'agriculture. Mais le monde culturel, ils ne l'avaient pas vraiment comme client. Et donc, ils ont dû découvrir ces gens-là avec des fois des décisions peut-être incompréhensibles parce qu'ils ne connaissaient pas ce milieu. Et tout le monde a dû faire un apprentissage, que ce soit ceux qui étaient indemnisés comme ceux qui indemnisaient. Et là, quelque part, je pense que les gens se sont dit, ah mais oui, la culture, c'est vrai que c'est aussi de l'économie, je ne réalisais pas ça. Et on voit très bien, quand un festival n'a pas lieu, tous les impacts que ça a sur les transporteurs, sur les vendeurs de boissons, de nourriture, et puis toute une série de chaînes qu'on n'imagine même pas, hein, le graphiste, l'ingénieur son, l'hôtelier d'une manière ou d'une autre. Quoi. Okay, une autre question, là, Jessica qui a levé la main. Oui, je vais essayer de construire ma question de façon concrète parce que j'ai peut-être pas entendu ou compris, mais il y a tous ces acteurs qui sont inscrits chez vous, que ce soit des artistes ou des boîtes Beaucoup de gens sont indépendants dans le milieu de la culture, surtout dans le milieu du spectacle. Moi, je travaille avec beaucoup de gens qui sont indépendants, qui ont toujours rien reçu. Donc voilà, donc vendre sa voiture, vendre sa maison, retourner chez ses parents, voilà, j'ai des histoires personnelles autour de moi. Mais ce que j'ai pas entendu, c'est par rapport, il y a énormément de festivals en Suisse, il y a énormément de festivals en Valais. Pas tous les festivals ont les reins solides, surtout quand c'est deuxième ou une troisième édition qui aurait dû avoir lieu. Donc c'est là où on commence à pérenniser un festival. À ce niveau-là, les aides, est-ce qu'on aide aussi ces acteurs culturels-là? Parce que c'est vrai que c'est une panoplie de gens indépendants ou de business qui sont un peu tous reliés entre la production, la scénarisation, comme vous disiez,
le catering, les transporteurs, l'hôtellerie qui va évidemment avoir les artistes et tout ça dans leurs hôtels. On fait comment avec les festivals? Parce que c'est vrai que, voilà. Alors en fait, les festivals, ils sont reconnus sur ce qu'on appelle les entreprises culturelles. Sur mon petit schéma, c'était la colonne du milieu. Parce que généralement, un festival, il est constitué en association. Ce n'est pas le cas de tous, mais ça peut être aussi d'autres formes juridiques. Donc généralement, un festival, ce qu'il va faire comme les autres entreprises culturelles, c'est qu'il va lister tous ses coûts, toutes ses charges. Et dans ces charges, on va trouver, je sais pas, des frais de personnel, de loyer, d'amortissement, de frais de fonctionnement. Donc, ça va faire un total. Et puis, de l'autre côté, il va lister toutes ses recettes. Et c'est là où ça pêche, évidemment. C'est là où, par exemple, la billetterie a disparu, le sponsoring aussi. Au zéro. Voilà. Et c'est la différence des deux. Par exemple, s'il y avait 100 de charges et 10 de recettes, il va être indemnisé sur cette différence. C'est-à-dire, sur le 100 moins 10, ça fait 90. Et aujourd'hui, les ordonnances qui le permettent une indemnisation aux 80% de ça. Et il y a eu toute une discussion au niveau des chambres fédérales sur ce mois de mars pour que l'indemnisation ne soit plus à 80%, mais qu'elle soit totale, c'est-à-dire à 100%. Donc, les festivals, ils sont couverts au même titre que d'autres organisations. Après, le problème, c'est toujours la question du délai. On a eu vu aussi des cas de restaurateurs qui se plaignaient de ne pas toucher d'argent. Certains, ils n'avaient pas déposé de dossier. D'autres, ils n'avaient pas déposé ce qu'il fallait. Alors, c'est clair qu'il y a de la paperasse. Certains, ils font marcher leurs fiduciaires, d'autres, ils font ça eux-mêmes. Parce qu'on est dans un système suisse administratif qui collecte des données, des informations et des dossiers, en fait. Donc, les moyens sont là, le dispositif existe. Et puis, effectivement, après, pour tout un chacun, c'est toujours trop long. Sauf que des acomptes ont pu être mis en place et dès que quelqu'un a un souci, nous contacte, on regarde avec le service de la culture qu'est-ce qui peut être fait. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé quantité de solutions pour qu'ils aient du cash et des liquidités. Mais il faut toujours que les gens anticipent un petit peu. Si quelqu'un nous contacte et puis qu'il est au bord du précipice maintenant et qu'il fait faillite dans 2 semaines, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un délai justement, dossier, etc. S'il a une vue sur 3 mois, évidemment, dans ces périodes, c'est difficile de demander ça, mais là, il y a vraiment une possibilité pour les maintenir à flot. Plus la crise dure, plus c'est compliqué, ça c'est sûr. J'ai peut-être une deuxième petite question. On parle beaucoup d'économie. Clairement, c'est important, mais l'impact psychosocial de cette crise sur les gens qui perdent leur emploi, leur maison, leur business, qui ont pris une vie à construire, elle aura un impact économique dans un certain temps, économique au niveau culturel, mais aussi économique au niveau sanitaire et santé et à plein de points de vue, hein, au niveau social. Est-ce que vous avez de votre côté l'impression qu'il y a une vision, une projection d'avenir sur ça, où tout le monde est tellement dans la tête dans le guidon qu'on on ne prévoit pas des aides plus loin en se disant on sait que dans X temps, on aura le retour du balancier psychosocial et du coup économique aussi au niveau culturel? En fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans les gens de la task force sanitaire, il n'y avait pas de gens de la santé mentale. Et moi, je ne suis pas de ce domaine-là, je le constate. On a aujourd'hui des centres de vaccination qui tournent à peu de régime parce que les vaccins ne sont pas là. On a des centres de tests, mais est-ce qu'on a des centres de soins psychologiques? Est-ce qu'on a des endroits où les gens peuvent aller? On sait que voilà, les psychiatres et les psychologues, ils ont un carnet de commandes qui est plus que rempli, donc ça ne va pas. Donc là, on est clairement en déficit. Et je lisais notamment certaines remarques de jeunes gens, par exemple des apprentis dans le milieu de l'hôtellerie ou de la restauration. Ce qu'ils disent est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne voient plus l'intérêt de continuer à vivre, certains. Hein. Il n'y a plus de rythme entre le jour et la nuit. Il n'y a plus vraiment de raison de faire des choses. Et ce qu'il faut bien imaginer, et là je ne sais pas ce qui est prévu pour ça, mais si d'un coup demain les choses recommencent, ces personnes elles vont retourner dans leur centre professionnel, dans leur restaurant, mais leurs soucis ne vont pas s'arrêter là. Le problème de sommeil, le problème de sens, de perte de sens, ça ne se résout pas comme ça, hop, c'est ouvert, hop, c'est fermé. Hein. Donc là, on va vraiment le traîner, et volontairement, moi je parle d'une décennie Covid au minimum, parce qu'il y a l'impact sanitaire, peut-être qu'on arrivera à gérer ces variants, etc., mais les impacts
économiques, sociaux, psychologiques, c'est ceux qui vont nous accompagner le plus longtemps possible. Et je pense que ça va être très difficile de gérer ça pour une population déjà plus fragile, peut-être moins résiliente, etc. Donc là, on va payer la facture. Bien évidemment que si ce n'est pas l'aide sociale, ça va être d'autres formes qui vont devoir prendre en charge ces gens d'une manière ou d'une autre. Donc le bilan social et culturel, il va être évidemment très mauvais. Et puis à moyen et long terme, on va en ressentir les effets. Ouais. Et c'est pour ça que si la culture peut rouvrir d'une manière ou d'une autre dans le respect des normes, ben, je pense qu'elle peut apporter de l'air, elle peut apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà, pour certains, ben, on voit très bien ce qui se passe. Hein. La crise a trop duré, on met en place des solutions un peu parallèles. On a l'impression d'être un peu au temps de la prohibition, où on ouvrait des bars et des restaurants un peu cachés comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'organisent. Voilà. Et je pense que cette crise a trop duré tant pour nos autorités que pour nous-mêmes, hein, ça c'est sûr. Ouais. Moi, si je peux me permettre, moi, à vous entendre comme ça, puis en fonction de tout ce que vous avez présenté aussi, j'ai quand même toujours cette impression que j'ai toujours eu que c'est toujours un peu mis la culture de côté. Parce que, on ne se rend pas compte de l'importance de l'économie, de cette culture. Et puis là, par exemple, l'étude du professeur Hugues, moi, j'en avais pas entendu parler, puis je trouve qu'elle est remarquable parce qu'elle montre l'apport essentiel de la culture dans le tissu économique. Et actuellement, quand on parle de plus en plus d'économie circulaire, etc., de proximité, je pense que ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on devrait encore plus mettre en avant et promouvoir. Et c'est peut-être qu'on a j'en sais rien, hein, mais peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur cet aspect-là. Et puis, deuxièmement, en parlant de l'aspect psychosocial des gens qui vont mal psychiquement, on a vu maintenant, finalement, pour les jeunes, parce que les jeunes, on sait bien, ils ont manque de confiance, perte de projet et tout ça, il y a de l'apport qui arrive. Aussi une partie pour les seniors, parce qu'on était assez attentifs à ces personnes dans les EMS qui étaient coupées, qui ne voyaient plus la famille. Donc là, il y a aussi des aides qui arrivent. Mais pour ce groupe-là d'artistes, de nouveau, ils passent à la trappe. Alors, ma question était de savoir s'il y avait eu des élans de solidarité citoyenne, comme par exemple, on a vu qu'il y avait des bons pour des restaurants. Vous pouviez, Solidarité Saxon, par exemple, acheter des bons à l'avance pour pouvoir après aller manger dans le restaurant de votre choix. Est-ce qu'il y a eu des démarches citoyennes dans ce sens-là pour la culture? Alors, il y a eu des artistes qui ont mis en place, par exemple, des projets, si vous connaissez peut-être le projet qui s'appelle Dans le jardin ou Dans la maison. En fait, très rapidement, ils ont proposé à des artistes de venir jouer chez les gens. Ce sont des artistes qui ont mis ça en place et ils l'ont fait à titre gracieux, bénévole. Et leur idée, c'était que les musiciens qui jouaient 20 minutes, une demi-heure dans la maison ou dans le jardin touchent leur cachet. Donc ça venait du monde culturel. Il y a eu effectivement moins d'initiatives que ce qu'on a pu voir, par exemple, des bénévoles qui vont amener des courses à certaines personnes ou qui s'occupent de ça. Il y en a eu moins, à mon avis. Par contre, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de culture que maintenant. Et ça, c'est peut-être un des bienfaits de cette crise, s'il peut y en avoir un. Les aides économiques sur la culture, ça a été une des premières choses qui ont été mises en place. Et nous, on le sait parce que dès que cette hotline a été mise en place, on a tout de suite travaillé sur ça parce que l'Office fédéral de la culture, les cantons et la Confédération avaient mis ça en place. Et ça, je ne peux que le dire de manière objective, parce qu'à telle date, il y avait tel dispositif. Donc certains ont dit oui, on a oublié la culture, on n'a pas mis en place de dispositif. Alors là, je peux simplement répondre non. Par contre, après, effectivement, que des dispositifs étaient trop lents à s'activer, alors ça, c'est indéniable. Pour certains, hein, moi, il y a des gens qui m'ont appelé en disant « Moi, c'est nickel, j'ai touché mes APG, mes indemnisations, fantastiques ». Évidemment, on n'en a pas 50 qui nous appellent pour nous dire ça, il y en a. Et puis, ceux qui nous appellent, c'est comme chez le dentiste, hein, c'est ceux qui ont mal aux dents. Ceux qui n'ont pas mal aux dents, ils n'appellent pas, et tant mieux. Donc, c'est clair que pour nous, ce qui est aussi difficile, c'est de faire le pourcentage de l'ensemble de la population culturelle. Évidemment qu'elle est mise à mal et que c'est très compliqué. Et moi, ce qui me fait le plus souci maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a moins de demandes d'indemnisation en 21 qu'en 20. Ça veut dire que certains, ils ont abandonné. Ça veut dire que certains, ils ont arrêté. Ils se sont reconvertis ou ils n'en peuvent plus. Voilà. Et il y a même des gens, maintenant, on leur explique ce qu'il faudrait faire simplement. Certains me disent, moi, je ne peux plus comprendre, je ne peux plus écouter. Donc, on est passé, on va dire, maintenant, le cœur prend le pas sur la raison parce que cette crise a trop duré.
Et c'est un peu terrible de voir cette espèce de darwinisme, hein, si on veut, de sélection comme ça, par le fait que les gens, ils abandonnent. Et moi, je leur disais toujours, si vous abandonnez, ben voilà, vous n'aurez pas ceci, cela, cela. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était des fois au-delà de leur force et qu'il fallait aussi accepter que certains abandonnent, se reconvertissent parce que vraisemblablement, ils n'en pouvaient plus. Voilà. Et ça, quelque part, on ne peut pas leur en vouloir. Chacun fait aussi un peu ses calculs dans sa vie privée, professionnelle. Donc, voilà. Moi c'est ça qui me marque le plus maintenant. C'est qu'on arrive vraiment dans… Moi, j'ai souvent constaté ça, hein, quand vous êtes malade et que vous passez un certain seuil. Si vous le passez trop longtemps et trop fort, vous ne revenez pas à l'état d'avant. Si vous le passez un petit peu, pas trop longtemps, vous pouvez revenir. Hein. La résilience, si j'ose dire, peut prendre le dessus. Là, pour certains, on a clairement dépassé les seuils qu'ils avaient. Et ça, c'est vraiment terrible. Hein. C'est comme les restaurants quand ils vont rouvrir, puis qu'on va voir que, ah tiens, celui-là, il ne rouvre pas. Ah, moi, j'avais l'habitude d'aller là, mais il n'a pas rouvert. Et c'est là qu'on va avoir un choc supplémentaire par rapport à qui reste ou pas en jeu, si j'ose dire. Quoi. Oui. J'ai juste une question. Est-ce qu'on arrive à savoir comment mesurer les impacts qu'a le Covid sur la culture? Parce que j'ai l'impression qu'on est complètement dedans et puis qu'on a de la peine à analyser ce qui se produit, en tout cas sur le plan de la culture, si ce n'est que les choses, elles ne se passent pas. Mais autrement, est-ce qu'il y a une réflexion sur le plan cantonal pour pouvoir se poser ce genre de questions, comment arriver à mesurer les impacts et puis arriver un tout petit peu plus anticipé que c'est maintenant. Ça veut dire quels vont être les dégâts voilà, quoi, sur un court terme, sur un moyen terme. Est-ce qu'on arrive un tout petit peu anticiper puis savoir comment mesurer tous les dégâts qui risquent d'y avoir? Alors en fait, il y a des indicateurs directs ou indirects. Par exemple, en 2020, et c'est le cas en 2021, les acteurs culturels ont beaucoup moins déposé de projets, de dossiers de soutien. C'est le cas pour les subventions classiques, c'est le cas pour les indemnisations. Et ça, on voit très très bien ce recul-là. Et cet argent, il a été d'une certaine manière redistribué par des dispositifs différents. En 2020, il y a eu des projets de bourse qui ont été attribués à des gens pour qu'ils fassent du travail en amont, hein, pour faire de la recherche, et en étant payés pour le faire, hein, avec une durée de quelques mois. Et donc ça permet de tenir un petit peu, si vous voulez. Ces projets de transformation dont j'ai parlé, ils se projettent jusqu'en 2022. Le grand problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand. Et moi, ce qui m'étonne, mais ça c'est un peu ma réflexion de citoyen, c'est que logiquement, dans la crise dans laquelle on est, on devrait pouvoir évaluer quand l'ensemble des personnes dites à risque pourraient être vaccinées. Hein, donc, c'est les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est les plus de 60-65 ans. Je pense qu'on peut assez bien évaluer quel pourcentage de la population ça représente. Et vu les livraisons annoncées de vaccins, pardon, on devrait pouvoir se dire que à peu près à la mi-avril, mi-mai, mi-juin, hein, je ne connais pas ce moment-là, eh bien, on devrait pouvoir entrer dans une autre phase. Et ça changerait tout, parce que sans perspective, on ne sait pas le temps que ça dure, c'est très difficile de mesurer, et même si cette perspective, à la fin, ne se révèle pas juste, parce que personne n'est savant avec sa boule de cristal, là, j'ai l'impression qu'on pourrait donner des perspectives, quitte à faire ce qui se passe maintenant. Le Conseil fédéral rouvre les choses très prudemment, très doucement, ok. Tant qu'on ne referme pas, cette stratégie, elle peut avoir un sens. Si on referme à nouveau, alors là, c'est ce que je crains, moi, c'est cet apocalypse, hein, j'utilise volontairement ce mot socio-culturel. Par contre, c'est très difficile de se projeter parce que personne n'arrive vraiment à se projeter. Et puis, on peut faire des prévisions, comme le font souvent les organismes économiques, qu'ils révisent chaque mois leurs prévisions, et puis ils s'étaient trompés, ils ajustent en haut, en bas. Bon, ça n'apporte pas grand-chose d'une certaine manière. Mais c'est justement ce plan de relance. Par contre, quand est-ce qu'il doit être là? C'est assez difficile. Et puis, j'espère qu'on en parlera au moment où les chambres se réuniront à nouveau, et pas entre mars et juin, où là, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les décisions elles-mêmes. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Le but étant de soutenir les gens pour qu'ils restent dans le circuit culturel, qu'ils restent
je ne veux pas dire actifs, mais qu'ils restent présents, qu'ils restent vivants dans leur activité, et puis de les soutenir quand ça redémarre. Mais alors, volontiers pour avoir un timing plus précis, même approximatif. Voilà, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention et toutes ces réponses à nos questions. J'ai encore une question à vous poser et ça concerne un peu, personnellement, en fait, on cherche à monter un nouveau spectacle, alors on n'a pas été repoussé ni rien, et on se pose pas mal la question de en fait, la surcharge des théâtres au moment de la réouverture des théâtres, des salles de concert. Est-ce que ça, c'est quelque chose de réel? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce que vous avez déjà des prévisions sur ce qui va se passer pour qu'on puisse savoir un petit peu quand serait le meilleur moment pour prévoir ça? Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, il y a ce grand embouteillage qu'on aurait dû connaître en automne 20 s'il n'y avait eu qu'une vague. Et quelque part, ce qui est terrible, c'est qu'on on a l'impression souvent de revivre le copier-coller de l'année passée. C'est-à-dire, ah oui, il y a une année, on disait la même chose et finalement, ça n'a pas suffi. Donc, le grand embouteillage est annoncé évidemment pour l'automne 21. D'ailleurs, il suffit de voir quand on veut réserver une salle pour quelque chose qui pourrait avoir lieu, les difficultés que ça pose. Pourquoi? Parce que par exemple, dans des théâtres, il y a des spectacles qui ont été créés et qui sont planifiés sur 21, 22, 22, 23. Donc certains, on leur dit, volontiers, 23, 24, on a sans doute de la place. Et plus la crise dure, plus il y a l'embouteillage. En même temps, maintenant, les choses arrêtent de se créer. Comme je disais, il y a de moins en moins de projets qui sont déposés. On a permis aux artistes de répéter dans les théâtres ou dans les lieux culturels, sans public évidemment, mais tout ça a ses limites. On ne peut pas tourner à vide, si j'ose dire, plus longtemps que cela. Alors après, par rapport à votre projet, il suffit de prendre contact avec peut-être les lieux qui vous intéressent pour voir où ça en est. Et puis, voilà, on essaye de mettre en place la coordination de ces dates, mais la coordination de ces dates, c'est toujours la même chose. Celui qui a la bonne date, il ne veut pas bouger. Il est content de la date qu'il a trouvée. Et ceux qui ne sont pas contents ou qui n'ont pas trouvé, ils aimeraient bien une coordination. Et l'un dans l'autre, c'est assez difficile à combiner. Moi, j'ai été à différentes places et positions où j'ai expérimenté cela. Et là, effectivement, je ne veux pas dire que c'est un peu chacun pour soi, mais les gens essayent de trouver une date. Et on aura évidemment un grand embouteillage avec la question, le public reviendra-t-il, oui, et comment et quand? Et là, c'est vraiment au lieu de rassurer les gens le plus possible. Et puis, voilà, vous avez vu dans certains pays, le passeport vaccinal est là. Vous allez faire des activités, ils vont vous montrer, ils vont vous demander patte blanche. Donc, qui pourra rentrer ou pas, ça c'est la grande question. Et oui, l'embouteillage pour l'automne, pour le printemps 22, il est là, enfin, il est annoncé. Si tout se reporte à nouveau, il sera décalé, il sera encore plus massif. Et là, c'est toujours difficile, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne réponse, comme dans cette crise, que ce soit au niveau sanitaire ou culturel aussi. Donc, anticiper, prévoir des choses. Et les gens, ils ont abandonné. Vous savez, il y a des gens qui ont reporté pour la 4e fois leur spectacle. Et ils ont été indemnisés pour ça, en parenthèse, à chaque fois, mais à un moment donné, c'est plus possible. Merci. De rien. Et vous, qui vous finance? Vous êtes une, pardon, vous êtes une association qui vous finance? Oui, alors en fait, nous, on est financé par le service de la culture, on a un mandat de prestation avec le service de la culture, aussi l'Union des villes valaisannes, donc les communes qui ont notamment un délégué culturel, donc clairement, on a un financement public, on est une structure parapublique, la loterie romande aussi qui nous soutient, et puis on génère des petits revenus propres sur, par exemple, des appels à projets ou des mandats que l'on obtient, mais ça, c'est une petite part des choses, mais il faudrait que je dise qu'on est au service d'eux, parce qu'on a une structure de service public. Et vous pouvez être mandaté alors? Vous pouvez être mandaté, par exemple, on pourrait vous mandater de créer, je ne sais pas moi, une hotline pour écouter les artistes ou les acteurs du monde culturel qui vont pas bien, avec un psychologue de la main tendue ou quelque chose comme ça. Ça, on le fait déjà sans être mandaté, voilà. Notre mandat de base. Mais si on peut... Et alors là, le soutien psychologique, on le fait déjà avec nos outils, on n'est pas psychologue du tout. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et puis, évidemment, ce qui est difficile, c'est que pour nous, on a aussi le souci de notre existence. Parce que
Culture Valais n'existe plus, il n'y a plus cette hotline. Alors aujourd'hui, il faut être clair, les pouvoirs publics sont là, ils nous soutiennent, au même titre qu'un théâtre communal qui est soutenu par la commune, généralement il n'y a pas de problème en l'état. Qu'est-ce qu'il en sera dans les années futures par rapport aux différents budgets? Eh bien, personne ne le sait. Tant qu'on est dans la crise, quelque part, il y a de l'argent, et puis le jour où il va falloir revenir à une situation normale, tout le monde craint cette crispation qui va arriver. Voilà. Mais je dis toujours, si nous, on n'existe plus, c'est-à-dire que les moyens publics auront disparu, alors le secteur de la culture aura largement disparu aussi. Vraiment pas ce qu'on souhaite. D'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou remarques, mais au pire, vous me rappelez demain matin à la hotline. Oui, je vais donner votre nom. Voilà, vous me reconnaîtrez facilement. On n'est pas 50. Il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup. Je crois que, en tout cas, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. C'était très intéressant. Et puis, croisons les doigts, vu qu'on peut faire que ça, plus ou moins pour l'instant. Voilà.